L'imposture du Club de Rome, une publication de Philippe Braillard de 1981. L'auteur enseigne la théorie et la sociologie des relations internationales à l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève ainsi qu'à l'Université de Lausanne. Le Club de Rome, c'est cette instance, on va dire, internationale, en dehors des gouvernements, qui a été montée par des industriels. Le Club de Rome qui a produit en premier lieu des rapports témoignant d'une limitation des ressources et de la croissance en fonction d'une démographie, d'une population grandissante. Donc c'est pas une idée qui vient d'eux, c'est une idée qui remonte déjà au XIXe siècle avec Thomas Malthus, le Britannique, mais qui a été vraiment développée sous des dehors très scientifiques dans les années 70. Et donc ce livre est écrit 10 ans après les premiers rapports du Club de Rome, et vous verrez que les conclusions de ce club sont maintenant reproduites telles quelles dans les manuels scolaires, notamment au lycée, autour du développement durable. Je vous lis le premier paragraphe de l'introduction, vous verrez de quelle idéologie je parle. Changer ou disparaître, tel est le dilemme de l'homme d'aujourd'hui, qui, après avoir acquis par son génie créateur une maîtrise toujours plus grande de l'univers, voit son œuvre se retourner contre lui et mettre en question son avenir le plus proche. Les développements prodigieux de la science et de la technique et les bouleversements physiques, biologiques, économiques et sociaux qu'ils ont entraînés rendent en effet le monde de plus en plus complexe et difficilement maîtrisable et suscitent de graves dangers susceptibles de menacer la survie même de l'espèce humaine. On connaît ce dogme. Loin d'être inscrite comme on l'a cru trop longtemps dans une marche irrésistible vers le progrès, l'humanité semble aujourd'hui promise à un avenir de crise et de catastrophe. L'homme doit donc opérer rapidement une prise de conscience des forces à l'œuvre dans le monde actuel, qui tissent inexorablement la trame d'un avenir sans espoir. Et il doit, dans un sursaut de lucidité, de responsabilité et de courage, opter pour un changement radical de son action. C'est ce qu'on disait déjà il y a 50 ans, mais qui maintenant a infusé dans l'esprit, on va dire, de tout un chacun, qui est aussi enseigné à l'école. Donc ce bouquin est important parce qu'il analyse les conditions dans lesquelles ce mythe, en fait, a été construit, puisqu'il s'agit d'un mythe. Le Club de Rome est parti de l'idée qu'il fallait démontrer une limite des ressources de la Terre. Donc en fait, ce que Braillard explique, c'est que on est parti avec une idée en tête et on a mis ensuite les moyens informatiques au service de ce mythe qui a été construit, qui est un mythe en fait de la faim, à rapprocher des autres mythes de la faim, FIN, qu'on trouve dans toutes les sociétés humaines. Donc c'est un mythe comme les autres qui a des dehors scientifiques qui semblent être appuyés par des données objectives et précises, et il nous explique que à partir des paramètres qui ont été choisis, fatalement on allait tomber sur ce mythe de la faim, puisqu'on a choisi des paramètres qui entre eux ne pouvaient pas fonctionner. On a choisi l'idée que la démographie était exponentielle, c'est-à-dire en augmentation infinie, tandis que les ressources seraient linéaires, une courbe linéaire, et donc qui n'augmenterait pas, qui ne serait pas en augmentation infinie. Donc il explique qu'en partant du choix de ces deux paramètres à la base, on retombe de toute façon sur la théorie
qui a été construite par Malthus à propos de la surpopulation de la planète, on va forcément tomber sur un problème, en fait, sur un effondrement, en choisissant ces deux paramètres-là au départ. Oui, comme si on voulait appuyer ce mythe par des éléments qui ont l'apparence objective, qui ont l'apparence scientifique, mais dont le choix de départ en fait conditionne dès le départ la conclusion à laquelle on arrive et à laquelle on souhaite arriver en fait. Bien qu'en un certain sens, le mythe ne puisse être qu'un récit des origines, qui renvoie donc le temps historique à l'illo tempore, au commencement sacré, certains mythes ont prise sur le futur. Ainsi les mythes de la fin, qui annoncent la disparition du monde actuel et la fondation d'un monde nouveau. De manière ultime, cependant, ces mythes renvoient à une origine, à l'histoire d'un commencement, dont l'instauration d'un monde nouveau ne serait que le recommencement. La fin n'est ainsi pas radicale, mais prélude à une nouvelle naissance, ainsi qu'en témoigne toute la mythologie eschatologique et millénariste. On peut donc rattacher ces mythes de la fin au mythe de l'éternel retour. Comme l'écrit Paul Ricoeur, tous les commencements du passé sont à quelque degré des mythes de la fin, pour être des mythes de recommencement. Toute recréation est la fin d'une création d'un âge du monde, ainsi du déluge, fin de monde et émergence de monde. On voit toutefois se développer dans les sociétés occidentales modernes une vision toute différente de la fin, puisque cette dernière est perçue comme radicale, définitive. Aucun recommencement ne suivrait cette rupture. Une telle vision pessimiste et angoissante de la fin prend à notre époque des formes diverses, que ce soit par exemple celle d'une guerre thermonucléaire dévastant toute la Terre et exterminant l'espèce humaine, ou celle d'une rupture irréversible de l'équilibre biologique causée par les dévastations de notre civilisation technicienne, ou par un quelconque cataclysme naturel. La vision mythique de la fin acquiert ainsi à travers le thème d'une fin radicale une nouvelle dimension. Cette vision pessimiste de l'avenir, bien qu'elle prenne, comme nous le verrons avec le Club de Rome, de plus en plus d'importance depuis quelques années, et l'auteur écrit en 1981, cette vision pessimiste de l'avenir qui aujourd'hui a 50 ans n'occupe toutefois qu'une place très marginale dans un monde moderne largement voué à un autre thème mythique. En effet, l'optimisme qui caractérise la vision du futur véhiculée par les mythes eschatologiques et millénaristes dans toutes les sociétés primitives et anciennes, marque également profondément notre époque. Que l'on pense par exemple aux mythologies eschatologiques et millénaristes du nazisme et du communisme, qui toutes deux annoncent un monde nouveau, une ère de bonheur et de paix. Il ne s'agit plus cependant d'un optimisme fondé sur l'annonce d'un recommencement, d'un simple retour à un état originel perdu, mais de la foi en un changement devant conduire à un état nouveau et meilleur. Cet optimisme repose sur le mythe central des sociétés occidentales modernes, qui est celui du progrès. La foi au progrès se fonde sur une conception linéaire et progressiste de l'histoire qui se développe à partir du XVIIe siècle, se répand largement au XIXe siècle avec le triomphe des idées évolutionnistes et se renforce encore au XXe siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale, à la faveur des remarquables développements scientifiques, technologiques et économiques que connaît cette période. L'idée de progrès repose sur la conviction
que l'homme est capable de créer sa propre histoire en agissant avec efficacité sur son environnement. En d'autres termes, comme le relève Georges Gusdorf, la catégorie du progrès implique donc l'historicité de l'existence et l'efficacité de l'entreprise humaine. Une telle idée est étrangère à la conscience primitive. Le monde archaïque, soumis à la contrainte d'un déterminisme ontologique, doit demeurer tel que les dieux l'ont créé à l'origine. Les comportements humains dans l'ordre individuel, social ou technique doivent seulement répéter les modèles rituels définis une fois pour toutes par les êtres bienveillants, auteurs des liturgies cosmiques de création. L'éternelle répétition du même, de la même chose, des mêmes rituels, est la garantie d'une bonne marche de l'univers. Toute initiative, toute innovation risquerait de faire dévier en faussant l'équilibre modulé par l'obéissance rigoureuse aux précédents mythiques. On trouve une autre manifestation de la présence du mythe du progrès dans les définitions sur l'avenir à travers toute la production du plus célèbre centre de futurologie américain, l'Institut Hudson, dirigé par Herman Kahn. Ce dernier s'est fait l'apôtre dans ses analyses du monde de demain, d'une société post-industrielle caractérisée par un progrès technique continu et par une croissance économique soutenue. Voir par exemple le livre d'Herman Kahn ou Anthony Weiner qui s'appelle L'an 2000, qui a été écrit en 1968. Cette société, à l'image du modèle américain, s'étendrait peu à peu au monde entier et permettrait de régler d'ici le siècle prochain, donc le XXIe siècle, tous les problèmes que connaît aujourd'hui l'humanité, c'est-à-dire l'humanité des années 1970. Cette vision du futur repose sur la simple projection ou extrapolation à moyen et à long terme de certaines tendances actuelles propres aux sociétés industrialisées. Une telle analyse qui postule une invariance dans la croissance, c'est-à-dire une croissance continue, et qui projette l'avenir comme porté par une dynamique irrésistible de progrès, appartient incontestablement à l'univers du mythe et ne repose sur aucune réalité. Mais le Club de Rome, et donc tous les rapports qui seront consécutifs à la croissance, aux limites de la croissance, ainsi que nous le verrons dans la suite de la lecture, va s'ériger contre le mythe du progrès. Presque tous les travaux élaborés dans le cadre du Club de Rome ou sous ses auspices contestent l'idée de progrès, et plus particulièrement l'idée d'une croissance sans limite, si répandue à l'époque. Et donc cette idée de croissance sans limite est qualifiée de mythe par Aurelio Peccei, un des fondateurs, ou sinon le plus grand fondateur du Club de Rome. Cette opposition à l'idée de croissance est d'ailleurs au centre même du premier rapport au Club de Rome, qui cherche à rappeler l'existence de limites physiques à la croissance et à montrer que si ces limites étaient atteintes, l'humanité irait au-devant d'une catastrophe. Pour le Club de Rome, l'image d'une société en pleine croissance et assurée grâce au progrès technique d'un avenir meilleur est une apparence trompeuse qu'il faut de toute urgence détruire. L'humanité, pour le Club de Rome, se trouve en réalité confrontée aujourd'hui à une problématique mondiale nouvelle et dangereuse. Cette problématique, selon eux, dont la prise de conscience peut seule permettre de rejeter le mythe de la croissance, est la résultante de divers éléments. Il est certes souvent fait mention de la capacité de la technologie à maîtriser, grâce à son développement, les problèmes qu'elle a engendrés. Cependant, il se dégage des travaux élaborés dans le cadre du Club de Rome
La conviction que le progrès technique est incapable de régler à lui seul les problèmes complexes qu'il a contribué à créer, et qu'il serait par ailleurs hasardeux de compter à l'avenir sur une poursuite de la croissance exponentielle de ce progrès technique. Les auteurs du premier rapport sont même convaincus de l'improbabilité d'une telle croissance future, comme ils sont fermement persuadés de l'incapacité de la technologie à résoudre les principaux problèmes de notre temps. Deuxièmement, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas seulement complexes, mais ils sont aussi interdépendants. Troisièmement, un autre élément de cette problématique réside dans la dimension planétaire que prennent de plus en plus à notre époque les nombreux problèmes. En raison des dimensions planétaires acquises ainsi par la problématique, toute action visant à agir sur cette dernière doit se situer à un plan international. Ainsi, les solutions à la plupart des problèmes actuels de l'humanité dépassent le cadre national, et on vit, 50 ans après ce texte, on vit cela avec le problème des épidémies qui est mis en avant. À l'époque, c'était la pollution, c'est toujours mis en avant aujourd'hui, mais c'est comme si on se focalisait sur les problèmes qui sont internationaux, transnationaux, qui dépassent les frontières. Ces problèmes qui impliqueraient donc une coopération et une concertation des actions au plan mondial, car seule une action multilatérale peut permettre de contrôler une problématique qui a pris des dimensions planétaires. Je risque ici un nouveau commentaire par rapport à la guerre mondiale, qui a été l'occasion aussi de fonder des institutions internationales comme la Société des Nations ou l'ONU, et l'ONU qui a ses différents appareils, dont l'OMS, qui aujourd'hui donne des ordres en fait aux nations. Je reprends la lecture. Maurice Garnier, dans son rapport au Club de Rome, synthétise parfaitement cette conception des problèmes actuels en écrivant que le Club de Rome définit la problématique mondiale comme l'ensemble intégré de tous les problèmes mondiaux. En d'autres termes, il n'y a pas un problème de l'énergie, un problème de population, un problème alimentaire, il n'y a pas un problème français, un problème soviétique, mais il y a un seul problème mondial intégré qu'une institution mondiale, j'ajoute moi-même, qu'une institution mondiale doit régler. Je saute un passage. Les conclusions auxquelles arrive le Club de Rome à travers son analyse de la problématique mondiale sont très alarmistes. En effet, bien que chaque rapport mette l'accent sur un aspect particulier de cette problématique, que ce soit par exemple le rapprochement des limites physiques à la croissance, ou le fossé grandissant entre le nord et le sud, ou encore l'écart entre les buts à court terme de l'humanité et les buts globaux et à long terme qui devraient être les siens, ou enfin l'absence d'un apprentissage innovateur, seul adapté à un monde qui change. Bref, toutes ces études arrivent à la conclusion que si rien n'est rapidement entrepris pour changer le cours des choses, il s'ensuivra une catastrophe majeure ou une série de catastrophes capables de menacer la survie même de l'espèce humaine. En 1978, soit 10 ans après la fondation du club, Petschey, son fondateur, peut ainsi conclure, en cherchant à faire les synthèses des diverses analyses. Donc il conclut « Nous pensons que le monde a peut-être seulement 10 ans ou moins pour changer de cours. » Nous sommes en 1978. Le monde a peut-être seulement 10 ans ou moins pour changer de cours par rapport à celui qu'il suit aujourd'hui et qui le conduit tout droit à la catastrophe. Chaque jour qui passe verrait même la situation de l'humanité s'aggraver et rendrait ainsi plus difficile et aléatoire toute tentative de changement. Ce sont des discours qu'on entend aujourd'hui, 50 ans après, de la bouche de personnes comme Aurélien Barraud, par exemple.
L'image de l'avenir que nous présente le Club de Rome, à travers les catastrophes qui s'inscrivent dans l'aboutissement de notre politique actuelle, est angoissante. Certes, tout n'est pas joué, nous dit-on, car l'homme peut encore, dans un sursaut de lucidité et de courage, changer le cours des choses et assurer son avenir. Toutefois, nous dit-on, il ne reste que peu de temps pour opérer un tel changement. Passé un certain délai, la marche du monde vers la catastrophe risque de devenir inexorable. Comme nous l'avons déjà relevé, le Club de Rome n'est pas aujourd'hui le seul à nous présenter l'image d'une catastrophe pouvant marquer l'avenir relativement proche de l'humanité. Sa vision s'inscrit en effet dans un courant de pensée catastrophiste qui s'est progressivement développé depuis quelques décennies autour des thèmes essentiellement stratégiques et écologiques, en véhiculant l'image d'une humanité qui, par son génie scientifique et technique, par son inconscience politique et son incohérence éthique, est en passe de devenir le planificateur et l'artisan de sa propre décadence et même de sa disparition. L'image du futur, qui se dégage de la plupart des travaux publiés sous les auspices du Club de Rome, n'est, contrairement aux prétentions de ce groupement, nullement l'aboutissement d'une analyse systématique fondée sur une démarche scientifique. Tout l'appareil scientifique auquel on a recours dans ces analyses, nous pensons surtout ici aux deux premiers rapports qui recourent à l'élaboration de modèles d'ordinateurs, l'apparence de rigueur que l'on cherche à donner à toute la démarche, l'importance des moyens mis en œuvre pour effectuer les diverses recherches, ainsi que la signature des rapports par des personnalités souvent très en vue dans les milieux scientifiques, ne sont là que pour cautionner une analyse dont la rationalité est étrangère à la démarche scientifique. C'est le mythe, plus particulièrement le thème mythique de la fin, de la catastrophe, qui inspire cette vision du monde et lui donne sa cohérence. L'image de la catastrophe est présente avant le choix même d'une méthode d'analyse, scientifique en l'occurrence. Elle plonge ses racines dans l'univers du mythe. En voulant ainsi, avec raison, il faut le reconnaître, détruire le mythe de la croissance infinie, le Club de Rome ne fait que remplacer un mythe par un autre, que continuer à parler le langage du mythe. La présence du mythe de la fin comme fondement de la vision et de la démarche du Club de Rome se manifeste de plusieurs façons. Tout d'abord, ce mythe est inscrit dès le départ dans l'image même de la complexité qui fonde la perception du monde actuel qu'est le Club de Rome. En affirmant que l'humanité est confrontée à des problèmes complexes et interdépendants, dont l'interaction forme une problématique mondiale dangereuse, en insistant constamment sur cette complexité perçue comme l'élément central et moteur de cette problématique, et en déclarant qu'aucun de ces problèmes ne peut être résolu indépendamment de l'ensemble dont il fait partie, on adopte le langage du mythe. L'image de la catastrophe est en effet déjà présente dans cette vision de la complexité, de l'enchevêtrement des problèmes qui précipitent leur développement et rend leur évolution menaçante. Je passe au paragraphe suivant. Ensuite, la présence du mythe de la fin apparaît également directement dans la structure même de plusieurs des rapports au Club de Rome. C'est le cas de manière particulièrement frappante pour le plus célèbre et le plus contesté d'entre eux, le rapport de l'équipe Meadows. L'image du monde de demain, de l'effondrement du système mondial que nous présente cette étude, loin de découler de l'application d'une méthodologie scientifique, est tout simplement contenue dans les postulats qui sont au fondement de l'analyse. Certaines variables sont marquées par une tendance intrinsèque à une croissance exponentielle,
alors que d'autres ne tendent qu'à une croissance linéaire ou même restent stables. Ainsi, des variables telles que la population, le capital industriel et la pollution sont caractérisées dans ce modèle par une tendance intrinsèque à une croissance exponentielle. Une chose qu'on pourrait discuter entre parenthèses. Alors que cela n'est pas le cas pour la technologie ni pour la disponibilité en ressources non renouvelables. Ainsi, on attribue un faible pouvoir d'action au développement technologique et longtemps à négliger le rôle modérateur que peuvent jouer les changements de valeurs sociales, dans les habitudes de consommation, dans la croissance démographique par exemple, de même que l'influence que peut avoir l'évolution des prix sur l'utilisation des matières premières. Dans un modèle dynamique, où l'on fixe des limites physiques rigides à la croissance, et où l'on postule une croissance exponentielle qu'aucun facteur ne vient efficacement contrebalancer, il est mathématiquement inévitable que les limites soient atteintes et que la croissance s'arrête. En d'autres termes, en annonçant l'arrêt de la croissance, on ne fait qu'exprimer une vérité mathématique, à savoir qu'un processus de croissance exponentielle est plus rapide qu'un processus de croissance linéaire. Tout ce que le rapport peut dire en conclusion est donc directement contenu dans le choix des postulats qui ont présidé à l'élaboration du modèle. Pour arriver à une telle conclusion, il n'est pas nécessaire d'utiliser un ordinateur. Ainsi, Malthus, cherchant il y a presque 2 siècles à éclairer l'avenir économique de son pays, arrivait à une conclusion similaire après avoir adopté des postulats du même type que ceux qui sont utilisés par les chercheurs du MIT. Pour Malthus, en effet, le taux de croissance de la production agricole ne pouvait augmenter à la même cadence que celui de la population, ce qui devait avoir pour conséquence l'apparition de crises alimentaires et donc l'arrêt de la croissance économique. Commentaire, on a donc affaire ici à une méthode pseudo-scientifique, puisque c'est le choix des postulats de départ qui est ici déterminant, et ce choix, comme le dit l'auteur, est antérieur au recours à toute méthodologie scientifique, car il ne repose sur aucun fondement scientifique, mais un fondement mythique. Le mythe de la population qui augmente plus vite que les ressources. Je passe 2 paragraphes. Il est frappant de constater que dans de nombreuses analyses et commentaires, le président du Club de Rome reprend et endosse les résultats du premier rapport en passant sous silence leur caractère conditionnel et en tendant à leur attribuer la force de la certitude. Ainsi, par exemple, Peccei déclare en 1972 aux journalistes de l'Express « Tout se tient et les courbes du MIT montrent que si nous ne contrôlons pas ces phénomènes, si aucun changement n'intervient dans notre système actuel, nous allons d'ici à 1 siècle vers un effondrement certain de la société humaine. » 1972. De même, on peut lire dans le rapport au Conseil de l'Europe, rédigé par Aurelio Peccei et Manfred Sipker, que bien que nul ne puisse dire exactement quelles en seront les causes occasionnelles et l'échéance, il est certain pour eux qu'il y aura une crise à l'échelle du globe. C'est un fait acquis, quels que soient les détails du modèle que nous choisissons pour étudier le monde d'aujourd'hui, disent-ils. Alors qu'une ère de progrès scientifique et technologique nous a dotés de savoir et de pouvoirs sans équivalent dans l'histoire, nous assistons à l'apparition soudaine d'une problématique mondiale, entre guillemets, problématique mondiale. Un immense enchevêtrement de problèmes qui se dresse devant nous avec une complexité toute inattendue dans les secteurs de l'énergie, la démographie et l'alimentation. Et il nous est donné de contempler tout à la fois la perspective d'un épanouissement humain sans précédent et celle d'une catastrophe finale, peut-on lire dans le rapport au Conseil de l'Europe fait par le fondateur du Club de Rome. Une fois constatée la présence du mythe de la fin dans la démarche du Club de Rome, se pose tout naturellement la question de la fonction que peut avoir ce mythe.
à quoi sert d'avoir construit ce mythe de l'effondrement qu'aujourd'hui on appelle collapsologie, un nouveau terme. Pour l'auteur Philippe Braillard, cette fonction semble double. Tout d'abord, le thème mythique de la fin apporte une indéniable cohérence à la perception et à l'interprétation du monde actuel. Le recours au mythe est sans doute la conséquence directe d'une difficulté grandissante à saisir un monde complexe. Grâce au mythe, le monde se laisse saisir en tant que cosmos parfaitement articulé, intelligible et significatif. Ensuite, la fonction de cohérence cognitive assurée par le mythe se double dans la démarche du Club de Rome d'une fonction de cohésion au plan social. Le mythe de l'effondrement, dans la mesure où il s'enracine profondément dans l'inconscient collectif, où il apporte une certaine cohérence à l'interprétation et à la vision du monde, tend à intégrer, au moins au plan symbolique, certaines antinomies de la société, à favoriser un certain consensus social. Notre monde est limité, notre monde va s'effondrer, il faut que nous agissions pour la planète, etc., etc., à justifier certaines actions, à justifier une orientation dans l'action. C'est la fonction sociale du mythe qui semble d'autant plus importante que dans la démarche du Club de Rome, le mythe de la fin sert à mobiliser l'opinion en faveur d'un projet de société. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, je fais une parenthèse, qu'on observe en ce moment aussi, c'est-à-dire que le mythe de l'effondrement, la catastrophe, que ce soit épidémique, environnementale, etc., la catastrophe sert de prétexte à la fondation d'une société nouvelle. Le mythe de la fin est donc une démarche purement instrumentale. Il apparaît comme un élément, la catastrophe, elle apparaît comme un élément mobilisateur utilisé pour imposer certains modèles d'action et qui permet de réintroduire subrepticement, sous une autre forme, le mythe du progrès que l'on prétend détruire en même temps. Nous verrons bientôt la dimension messianique de cet écologisme qui est né dans la première ou tout au début de la deuxième moitié du XXe siècle et qui aujourd'hui a atteint son plein déploiement, qui dans notre esprit occupe une place importante, qui a atteint vraiment sa dimension de contamination des esprits, j'allais dire. Ce mythe est ancré depuis l'école maternelle maintenant dans notre esprit. Que va-t-on nous proposer par rapport à un problème international? Eh bien, on va nous proposer l'instauration d'un nouvel ordre international qui tienne compte, bien sûr, de l'interdépendance mondiale et que tout soit organisé au profit de tous. Une équipe d'experts dirigée par Jan Tinbergen part du principe que les Nations Unies sont le seul instrument capable d'assurer le changement vers un nouvel ordre mondial. Les auteurs de ce rapport préconisent le développement d'une démocratie socio-économique planétaire fondée sur une réforme et un accroissement du pouvoir des institutions internationales, et impliquant donc une certaine renonciation à la souveraineté nationale pour les décisions dont les effets peuvent avoir des conséquences à l'échelle du globe. Et le fondateur Aurelio Peccei du Club de Rome va encore plus loin en appelant à une révolution, à une nouvelle révolution humaniste, où il s'agit de pour sortir de la problématique mondiale actuelle, d'un accroissement de la qualité de l'homme. Il dit « Seul un nouvel humanisme peut opérer la transformation de l'homme en élevant sa qualité et ses capacités pour qu'il remplisse son rôle global. » Selon Peccei, c'est une telle transformation de l'homme qui est fondamentale, car c'est en dernière instance d'elle que dépendra le succès ou l'échec de toutes les autres transformations du système mondial qui ont été envisagées et préconisées dans le cadre du Club de Rome.
Je fais une parenthèse en montrant que là, on reconnaît aujourd'hui le transhumanisme, c'est-à-dire un changement inhérent à l'homme, mais par un bricolage technologique en fait. On va confondre, changer le cœur de l'homme, changer la disposition, la conscience de l'homme, on va confondre ça avec bricoler mécaniquement l'homme en fait, dans le transhumanisme. C'est pourquoi, nous dit Peccei, l'évolution culturelle est l'objectif le plus important et le fondement même du développement humain. Cette évolution représente notre seul moyen de rester constamment en syntonie avec notre univers changeant. En opposant à la vision d'une catastrophe, d'une possible disparition de l'espèce humaine, l'image d'un monde meilleur où l'homme, capitaine du vaisseau spatial Terre et artisan de sa propre destinée, vivrait heureux, réconcilié avec la nature et avec lui-même, c'est bien le langage de l'utopie qu'adopte le Club de Rome. Le choix que l'on nous propose aujourd'hui, à l'heure de la vérité, ce choix que le Club de Rome supplie l'humanité de faire, devrait nous ouvrir les portes de ce monde nouveau, de cette communauté globale, responsable et harmonieuse, où il ferait bon vivre après avoir échappé au triste sort que nous réserve notre impéritie actuelle. Ce monde nouveau se définit avant tout par négation, par opposition à l'avenir qui apparaît de plus en plus nettement entre les lignes de l'histoire que notre action présente ne cesse d'écrire inexorablement. L'accent est ainsi mis sur la nature radicale, déchirante du choix. Halte à la croissance, croissance organique, révolution de solidarité mondiale, apprentissage innovateur, révolution humaniste que nous devons faire maintenant avant qu'il ne soit trop tard, pour nous voir promettre cet avenir meilleur. Les fruits viendront ensuite, et il sera temps alors de connaître leur couleur et de goûter à leur saveur. Il suffit de savoir maintenant que ce monde sera meilleur que le nôtre, et donc que l'homme vivra mieux dans cet environnement nouveau qu'il aura voulu et gagné par sa sagesse, sa vision globale et sa persévérance. Cette vision du progrès comme une conquête de l'homme est loin d'être nouvelle. Elle s'inscrit en effet dans une tradition de pensée qui, avec Bacon, Condorcet et Kant, affirme que c'est l'humanité elle-même qui, grâce à l'action courageuse et lucide de l'homme, assurera le contrôle de sa destinée, sera l'agent de sa propre libération. On pourrait même remonter au mythe de Prométhée. Le Club de Rome se dit non officiel, multinational, non politique, de savants, d'économistes, de planificateurs, de chefs d'entreprise, etc. Cette prétention d'adopter une démarche échappant aux idéologies, et donc au service de l'humanité tout entière, est fréquemment présente dans les ouvrages et les déclarations de Peccei, de même que dans plusieurs des rapports présentés au Club de Rome. Aurelio Peccei définit le Club de Rome comme un petit noyau d'hommes qui ne servent aucun intérêt national, économique ou idéologique. On parle de problèmes qui, échappant au cadre habituel des partis, et comme ils ont trait à la survie de l'espèce humaine, transcendent toutes les idéologies. Pour Philippe Braillard, il s'agit d'une imposture. La première imposture du Club de Rome étant une démarche qui se prétend scientifique, qui prétend rejeter le mythe au profit de la science et de la rigueur, alors qu'elle tire sa cohérence et sa dynamique d'une rationalité mythique. Ça, c'est la première imposture. Mais la deuxième imposture, c'est le fait que le Club de Rome se présente comme une structure apolitique, non idéologique, et qui dépasse en fait tous les clivages. Pour Aurelio Peccei, comme pour de nombreux auteurs des rapports au Club de Rome, le processus de modernisation, qui marque profondément notre époque, tend à rendre démodé l'État-nation comme modèle institutionnel. L'État-nation, nous dit-on, semble en effet de moins en moins à même de répondre aux exigences, aux tâches, aux problèmes nouveaux que ce processus de modernisation a fait naître.
C'est le principe de souveraineté territoriale sur lequel repose l'État moderne qui serait, selon les propres termes d'Aurelio Peccei, le premier obstacle à la paix et au progrès. Le nationalisme, la dictature, le militarisme et le racisme se développent au nom de cette souveraineté, alors que les aspirations des minorités sont foulées aux pieds. Le partage du monde en entités souveraines, introverties et pharisaïques constate fortement avec la réalité de l'interdépendance, rendant ainsi tout le système ingouvernable et étouffant l'esprit de solidarité mondiale, sans lequel il ne peut véritablement y avoir d'avenir, nous dit. L'élément central de ces différentes réflexions est incontestablement une option politique mondialiste. On insiste en effet sur l'absolue nécessité d'avoir des institutions qui, tout en sauvegardant une certaine autonomie de chaque groupe social, permettent de répondre aux exigences de nature globale, c'est-à-dire de gérer les problèmes dont le développement concerne l'ensemble de l'humanité et dont la solution ne peut être trouvée que par une étroite coopération au niveau mondial. Cette option mondialiste ouvre tout naturellement la voie à un engagement en faveur d'une société planifiée. En effet, au-delà de cette évolution de la société multinationale elle-même, il conviendrait, selon Peccei, d'appliquer les principes qui sont au fondement de la firme multinationale à la gestion du monde lui-même. La multinationale devrait constituer le point de départ et de référence d'un long développement vers une nouvelle société mondiale qui permettrait à l'humanité d'échapper aux périls qui la menacent. Philippe Braillard insiste ensuite sur le fait que les milieux dans lesquels se recrutent les membres du club sont avant tout celui de l'industrie et de la finance et celui de la recherche universitaire. Parmi les membres de cette deuxième catégorie, la recherche universitaire, nombreux sont ceux qui ont des liens plus ou moins étroits avec les milieux industriels et financiers. Quant à la séparation d'avec le monde politique, elle est plus théorique que réelle. En effet, certains membres du club sont ou ont été de hauts responsables d'administration nationale ou internationale. Il n'y a donc rien d'étonnant à ne pas trouver dans les propositions d'action du Club de Rome une véritable remise en cause de la structure existante du pouvoir. Certes, un certain nombre de changements sont proposés, notamment la création de nouvelles institutions permettant une certaine planification à l'échelle de la planète et l'adoption d'une nouvelle relation entre l'homme et son environnement. Mais cependant, ces changements sont loin d'aller à l'encontre des intérêts de l'élite, ou en tout cas d'une partie de cette élite. Face à la crise qui touche les sociétés occidentales, n'assiste-t-on pas en fait à la tentative d'une partie de l'élite de ces sociétés d'imposer une nouvelle rationalité à l'action politique et de remplacer les structures étatiques dépassées par de nouvelles structures mondialistes susceptibles, en s'inspirant des principes de la grande entreprise, d'assurer une meilleure gestion de la planète et une transition harmonieuse vers une société post-industrielle? Voilà, je m'arrêterai là dans ma lecture de l'ouvrage de Philippe Braillard de 1981, L'imposture du Club de Rome, aux éditions PUF, qui n'a pas été réédité, mais que vous pouvez encore trouver d'occasion. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.